Bon, alors à Skip, j'ai malheureusement un peu revitalisé le débat VF-VO. Ça me dérange un petit peu. C'est alors en vrai, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire que le débat revive un petit peu de ses flammes là actuellement, qu'il y ait des gens qui en parlent un petit peu, qu'il y ait des gens qui discutent de tout ça, que ça crée du débat. Et mine de rien, c'est du coup ce que je dis là-dessus pour revivre le débat, c'est surtout que ce tweet-là a été partagé avec beaucoup de gens, ça a fait 1 400 000 vues, pas beaucoup de likes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé autour, qui en ont discuté, etc. Je vais un petit peu répondre quand même à certains arguments et je vais un petit peu donner également ma vision des choses. Mais déjà, je vous invite évidemment à regarder l'émission complète qui est toujours disponible et où en soi, moi je voudrais quand même rappeler un truc, c'est qu'il y a eu bien plus de positifs que de négatifs autour de toute cette émission. Parce que je l'ai posté évidemment sur Twitter, je savais que ça ferait réagir quand même des gens, mais je l'ai posté également partout ailleurs. Je l'ai posté également sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube évidemment. Et ça a fait plutôt bien réagir. Globalement, toutes les réactions sont plutôt positives envers ce débat. C'est juste que forcément, il y avait beaucoup de tweets qui en ont parlé. Ça a été vraiment un gros... de toute façon, c'est un marronnier qui revient quasiment tous les ans, tous les 6 mois même presque, ce débat sur la VF et la VO. Donc c'est sûr que moi je suis très content de le faire revivre, clairement. Maintenant, moi le but de mon émission c'était surtout de faire parler des gens autour et des comédiens là-dessus. Tous les 2 jours plutôt. En vrai, oui, tous les 2 jours, mais le cœur du débat, vraiment en mode ça crée vraiment de l'engouement, c'est plutôt même tous les 3 mois, j'ai envie de dire en vrai. Donc il y a vraiment ce truc où effectivement c'est quelque chose où ça revient quoi. Disons qu'il y a un gros forceur qui en parle souvent. On va en parler. On va en parler parce qu'en plus, moi, alors la vérité, là, actuellement, soutien à Régis Le Gorilla dans ce qu'il fait parce qu'il s'en prend plein la gueule de la part des médias d'extrême droite, etc. Maintenant, je sais que sur la VF, il y a un petit peu des soucis et il y a un petit peu des moments où on n'est pas non plus extrêmement d'accord non plus. Donc globalement, il y a un petit peu ce genre de soucis là. Maintenant, je sais que c'est un peu... Si je devais caricaturer, je sais que quand j'ai vu que ça prenait vraiment des grandes proportions, je me suis dit putain, mais quand ça parle de VF, tout le monde redevient de droite, quoi. Vraiment, je suis un petit peu comme ça. Donc bon, c'est un débat bizarre, je trouve. Moi, VF et VO, je fais les deux. Et par exemple, James Bond en VO, pour moi, ça a aucun sens. En VF, c'est très bien, mais pour des films d'auteur, je passe en VO. Bah en fait... Moi, la vérité, le débat sur le débat VF-VO, je comprends qu'il ait un sens, je comprends que ça fasse du débat. La vérité, je sais que c'est tout un truc autour du est-ce qu'on peut être cinéphile et en même temps regarder en VF. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on peut se construire une cinéphilie et regarder tout en VF. Je vois pas tellement de problème à ça, que ce soit artistiquement ou en termes de la culture qui est accessible. Le problème que j'aurais, c'est qu'au bout d'un moment, on est assez limité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les œuvres qui sont doublées en français. Typiquement, je pense peut-être que 90% de ce qui se double actuellement dans des studios de doublage, c'est originaire de l'anglais parce que c'est ce qui est produit massivement, mais c'est aussi parce que c'est ce qui est disponible massivement. Et il y a quand même cet aspect où effectivement, il y a quand même ce truc où tu seras forcément limité parce que la culture d'un cinéphile, c'est pas uniquement ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon également, qui est un gros vecteur quand même de production, notamment pour les animés. Donc il y aura nécessairement un moment où ça va bloquer parce qu'au bout d'un moment, moi, je sais que je regarde du cinéma du monde entier, j'ai envie de dire. Mais je sais que c'est possible quand même de se construire une cinéphilie d'après ces pays-là, tout simplement, parce que il y a quand même ce truc où les États-Unis ont produit énormément, la Grande-Bretagne a produit énormément, la France a produit énormément, hein, bien sûr, bien évidemment, et il y a quand même cet aspect où aujourd'hui, on est submergé énormément de contenu, de films, de séries, de jeux vidéo, de tout ce que vous voulez. Et il y a quand même ce truc où effectivement, si vous vous bloquez... En fait, moi, j'aurais quand même un message à passer aux gens qui ne consomment que en VO, j'aurais quand même un message à passer aux gens qui ne consomment que en VO, entre guillemets, qui ne regardent que des films en VF. Ah putain, pardon, je rate à chaque fois ma phrase, mais parce que je sais que je vais la reprendre. Mais, mais j'aurais quand même un message à passer à ceux qui ne regardent leurs films que en VF, qui ne consomment, entre guillemets, que en VF. Faites en sorte que ça soit pas non plus rédhibitoire. Faites en sorte que ça soit pas non plus un paramètre qui fait que vous ne regardez pas un film si c'est pas en VOSTFR. Il y a quand même ce truc où ça peut être assez dérangeant et où
ça peut vous bloquer en fait pour beaucoup de cinéma. Et donc je reprends un petit peu les mots de Bong Joon-ho qui disait que quand vous aurez passé la barre de quelques centimètres du sous-titre, vous allez être introduit à des tonnes et des tonnes de films et à une culture vraiment absolument immense. Et je sais que c'est, encore une fois, il faut pas devenir comme les ricains un petit peu débiles qui ne veulent pas regarder Parasite parce qu'il y a des sous-titres. Genre vraiment, moi je trouve ça assez débile et on est supérieur à ça, j'ai envie de dire. Donc bon, au bout d'un moment, il y a ça. Maintenant, j'aurais quand même aussi un message à passer aux anti-VF. Alors, je distingue quand même parce que je trouve qu'il y a 3 vraies catégories dans ce genre de débat-là. Il y a les pro-VF, qui techniquement, dans lequel je suis. Parce que moi, je pense que je regarde à peu près 90% de ce que je regarde en VOST. En VO, ou voire même en VO, tout simplement. Alors, sans compter les films français, du coup, hein, je parle que des films étrangers. Ou en tout cas, dans une langue étrangère. Il y a des films que je regarde comme ça en VO, sans sous-titres, parce que je trouve pas les sous-titres en ligne. Donc voilà, je me dis, bon bah, je vais le regarder comme ça. Quand c'est des films en anglais, hein, bien sûr, je ne maîtrise que l'anglais comme autre langue que le français. Déjà que le français, c'est bon. mais en gros, je sais qu'il y a les pro-VO dont je fais partie. Et pareil, je trouve quand même qu'il y a aussi un truc qui est assez problématique, c'est que, en fait, le débat est vu comme tu es un enfant si tu regardes en VF, et tu es un adulte quand tu regardes en VOST. Ce que je trouve, bon, déjà un peu minable, parce que l'enfant intérieur, bref. Mais non, en vrai, ce que je trouve un petit peu minable, parce que il y a vraiment comment dire, cette mentalité de dire que... voilà, maintenant t'es un adulte donc tu regardes en VO. Et si tu regardes pas en VO, par contre t'es un débile. Vraiment, t'es un débile absolu. Et or, j'ai pas envie de rentrer dans le débat handicap. J'ai pas envie de rentrer dans le débat dyslexie. Moi je sais que j'avais énormément de potes dyslexiques quand j'étais au lycée. On regardait du coup quasiment tout en VF. Et en même temps, parfois on regardait en VO selon la dyslexie. Parce qu'en fait, encore une fois, le handicap c'est pas noir ou blanc. C'est pas bon bah tu as un TDAH donc tu regardes tout en VF. Non, il y a des gens, ils ont un TDAH et ils n'arrivent pas à regarder en VF. Genre vraiment, il y a un truc comme ça. Et ils regardent tout en VO. Moi, mon ex a un TDAH et un trouble de l'attention avec et sans hyperactivité. Et on regardait tout en VOST, il n'y avait aucun souci. Donc vraiment, clairement, c'est pas un truc noir ou blanc en mode tu as un handicap, tu as ça. Et surtout, quand tu rentres dans le sujet du handicap, faut y aller armé, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, il y a ce truc où moi, c'est ça aussi qui me dérange, c'est que faut faire preuve de bonne foi, faut faire amende honorable et dire que oui, mais je lutte pour l'accès aux personnes handicapées au cinéma, parce que sinon, effectivement, par contre, c'est hypocrite. Si tu luttes pas pour ça à côté de ton côté, ou qu'en tout cas t'en parles pas, peut-être pas lutter, mais en tout cas ne pas en parler, effectivement, ça peut paraître hypocrite. Parce que clairement, il y a quand même un aspect, quand même, on peut se le dire, de ne sortir la carte des handicapés que dans le cadre de la défense de la VF, etc. Et ne pas la sortir quand c'est le cas, typiquement, avec ce qui s'est passé avec le Grand Rex récemment. J'en avais fait une vidéo par rapport à certaines salles qui n'ont pas d'accès PMR, par rapport à la VF sous-titrée français. Je sais également qu'il y a un dispositif qui est vraiment assez captivant, et qui est assez captivant d'ailleurs, lol, qui s'appelle non, c'est pas Captiflex, c'est Captions at cinéma, un truc du genre. Je vais regarder ça. Close caption, et c'est Capti quelque chose, je sais plus exactement. C'est Captiview, je crois que c'est ça, c'est Captiview. Captiview, c'est un dispositif qui est vraiment super pratique en vrai pour les personnes qui ont du mal à entendre, qui est utilisé je crois quasiment que aux États-Unis, et où ça marche pas très bien. C'est que c'est en gros c'est un petit dispositif que vous mettez là sur le siège en fait où il y a le popcorn, et en fait qui permet d'avoir des petits sous-titres, en fait, tout simplement des petits sous-titres que vous pouvez utiliser. Vu qu'aux États-Unis en fait ils regardent quasiment rien avec des sous-titres, vu que ils regardent quasiment que des films américains. Donc forcément, c'est ultra pratique pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes, évidemment. Sinon, les films sont diffusés en sous-titré, hein, quand même, les quelques rares films qui sont diffusés en sous-titré là-bas. Hein. Mais sinon, pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est avec ce petit dispositif-là. Et c'est un dispositif qui n'existe pas en France, de ce que j'ai pu comprendre. Ce qui est relativement dommage, en vrai. Moi, je trouve que c'est quelque chose, en vrai, faudrait quand même en parler plus souvent. Faudrait quand même dire que ça serait bien d'avoir ce genre de dispositif-là pour les personnes qui sont malentendantes, qui sont sourdes et malentendantes. Et en vrai, ça permettrait d'avoir des sous-titres pour tout le monde. J'ai envie de dire aussi,
ça, tout simplement. C'est-à-dire que si on est une personne qui parle pas nécessairement très bien français et qu'on veut aller au cinéma, bah, on peut avoir ce genre de sous-titres-là. Même, je sais pas, quelqu'un ressortissant anglais, ou quelqu'un qui parle très bien anglais, qui vient au cinéma, qui veut avoir un film français, bah... on va pas mettre des sous-titres en anglais sur un film français, généralement ça se fait pas. Donc bah, autant avoir ce genre de petits dispositifs là, ça peut être très pratique en fait, tout simplement. Donc ne serait-ce qu'en dehors du handicap, ça peut être très très pratique. Et c'est vrai qu'effectivement, moi je sais que je regrette le fait que les séances en VF sous-titrées français, ce qui est quelque chose qui existe, hein, évidemment, pour les films français, mais également pour les films étrangers, pour les personnes malentendantes, pour les personnes qui ont besoin vraiment de cet appui du sous-titre pour pouvoir comprendre ce qui est dit, bah, je regrette que ça soit que des séances genre un jeudi à 14h. Oui, c'est un petit peu dégueulasse de dire que les handicapés vont voir des films que à ce genre d'événements-là. Mais bref, en tout cas... Moi, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est que effectivement, il faut toujours faire amende honorable et dire oui, je regarde tout en VO. Oui, je ne suis pas un débile mental. D'ailleurs, moi, je peux même flex plus loin. Actuellement, je suis en train de lire Vineland de Thomas Pynchon en anglais. En anglais dans le texte, et je le lis vraiment en mode je surligne certains passages que je trouve pertinents, parce que principalement bah, du coup Vineland va être adapté au cinéma avec une bataille après l'autre. Ça sera une adaptation plus ou moins libre de ce que j'ai compris, mais voilà. Voilà, en tout cas, preuve que je suis pas un débile, c'est que je sais lire en anglais, je sais lire des bouquins en anglais, j'ai pas tout compris, parce que c'est surréférencé, c'est surtout pour ça, c'est pas un truc de compréhension de ce qui est dit, mais c'est quand même ce truc où je comprends ce qui est dit, je comprends ce qui est dit, j'ai pu suivre toute l'intrigue avec Prairie, DL et Zoid notamment, enfin voilà, et Frenzy également qui est dedans, enfin voilà, j'ai compris l'intrigue à peu près de Vineland, je vois à peu près où ça va, il me reste une 60aine de pages, peut-être que j'ai pas encore eu le temps de lire, parce que je suis aussi un mauvais lecteur, hein, mine de rien, mais ça c'est un truc qui est autant en français qu'en anglais, j'ai envie de dire, où je fais traînasser de lire des bouquins, mais en tout cas, je ne suis pas un débile, je regarde quasiment tout en VO, ne serait-ce que pour une raison principale, c'est que c'est plus facile de trouver les films, et bah, aussi tout simplement parce que j'ai envie plus de regarder en VO. Maintenant, je ne vais pas être anti-VF, parce que, encore une fois, pour moi, il y a 3 catégories, pro-VO, anti-VF et pro-VF. Parce que anti-VO, ça n'existe pas. Je veux dire, vraiment, on va être honnête, hein, anti-VO, ça n'existe pas. Il y a personne qui est aussi... Enfin, j'ai pas envie de dire bête, parce que ça se trouve, il y en a qui existent. Mais il y a personne qui dit que la VO est une mauvaise chose. Justement, même les comédiens de doublage disent que la VO c'est super et qu'ils s'inspirent de ça. Enfin, c'est un petit peu débile de rentrer là-dedans. En tout cas, la anti-VO, ça n'existe pas. On va être honnête là-dessus. Maintenant, du coup, dans ces 3 catégories-là, je sais que moi, je suis plutôt pro-VO. Et il y a quand même ce truc où... j'aurais quand même un conseil à donner aux anti-VF particulièrement. Parce que je sais que tout ce débat-là, mine de rien, il vient pas de rien. Et il vient d'un truc qui est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des séances en VO. Ou alors qui ont accès à des séances en VO, mais uniquement très tard, uniquement à certaines heures, etc. Et je vous invite évidemment à lire toute cette étude qui s'appelle La France de la VO et celle de la VF, qui est une étude qui commence mine de rien à dater, ça date de 2017, ça a quasiment 10 ans. Hein. Donc il y a quand même 8 ans du coup à peu près, mais un peu plus. Mais il y a quand même ce truc où... Effectivement, c'est une étude qui étudie en fait combien il y a de séances en VF et en VO selon les villes, etc. Et c'est une étude qui va assez loin d'ailleurs, qui regarde du coup c'est quoi le leader vraiment en termes de distribution en VF ou en VO. On voit que par exemple MK2 diffuse quasiment 80% de leurs séances en VO, et en même temps UGC est assez équilibré avec pas mal de séances en VF mais aussi beaucoup de séances en VO, et Gaumont à côté qui lui fait du 70-30, et sinon par contre Pathé et CGR, bon c'est assez regrettable de voir que c'est du 90% en VF et 10% en VO. C'est dommage. Et du coup si on regarde à l'échelle des villes, il y a certaines villes où il y a beaucoup de VO, notamment Montreuil, Biarritz, tout ça, ce qui d'ailleurs je pense que voilà, l'étude elle va assez loin en disant notamment que bah, du coup il y a des villes sans VO vraiment qui surplombe le nombre de villes avec VO, évidemment, et surtout ça revient également sur quelque chose de type le taux de pauvreté, le niveau de vie, le niveau d'études également, donc
ce qui est toujours un petit peu étrange, hein, bien sûr. Et aussi le vote aux élections présidentielles. Donc ça, pareil, les gens, il faut pas se baser sur le vote aux élections présidentielles pour se dire, ah bah vous voyez, les gueux là qui regardent en VF, ils ont plus voté Le Pen. Non, c'est un petit peu débile, faut juste se dire que c'est pas lié nécessairement à ça. C'est comme l'argument de les gens qui votent Le Pen ont un plus faible taux de master, de bac+5, de licence, tout ça, de post-bac, en fait, tout simplement. Et ça là-dessus, bon, c'est un petit peu dégueulasse. Donc forcément, il faut pas non plus se dire, ah bah vous voyez, c'est mieux, c'est mieux machin. Bon, ce qu'on note aussi, c'est que Mélenchon lead vraiment aussi la VO, hein, bien sûr. Et Fillon, en fait, c'est aussi tout simplement que ça ne peut pas traduire tout, j'ai envie de dire, là-dessus. Donc voilà, la VF c'est facho, voilà, c'est ça, c'est la conclusion finalement de tout ce live, c'est que la VF c'est facho parce que c'est consommé que par des fachos. Non les gens, faut pas aller que là-dedans, surtout en 2017, c'était autre chose, j'ai envie de dire, c'était une autre époque. Donc voilà, on a connu, et puis voilà, Macron, la vérité c'est surtout que y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, quoi. C'est-à-dire que s'il se basait uniquement même sur les gens qui regardaient de la VF, il serait aussi top 1, donc bon. En tout cas, ce que je voulais en dire, c'est surtout que cette étude-là, là où elle est pertinente, c'est que je pense que la base du débat vraiment VFVO et le fait que ça soit aussi animé, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de lieux et il y a beaucoup de cinéma tout simplement qui ne diffusent pas assez de VO, en fait, tout simplement. Et ça, là-dessus, moi alors je vais juste prendre une analyse du CNC que j'avais pris de côté. Je me l'avais mis de côté, mais je vais la retrouver là de suite. Tac, 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 télécharger le bilan. Voilà, le bilan du CNC, du coup, qui est ultra pertinent. Alors évidemment, le bilan du CNC, toujours le truc le plus cool à regarder, hein, bien sûr. Alors c'est des grandes études, ça fait genre là, je crois, 300 pages. Donc vraiment, tac, tac, tac. Ensuite, alors si on regarde un petit peu, voilà le nombre d'écrans. En fait, le problème qu'on a par rapport au cinéma de manière générale, c'est que en gros, il y a la moitié des cinémas en France, quasiment. Il y a 1100 établissements pour 2000 cinémas en 2024. La moitié des cinémas en France, actuellement, ont une seule salle de cinéma. Ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Alors, je crois que ça fait du coup en nombre d'entrées 9% des entrées, donc ça fait 10%, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, tout de même, qui en fait n'ont pas d'autre choix que d'aller dans un cinéma où il y a une seule salle. C'est un petit peu ça. Et donc, quand il y a un cinéma qui a une seule salle, si vous calculez bien, il n'y a que peut-être 4 séances, 5-6 séances dans la journée à peu près, qui peuvent être programmées. Parce qu'un film, ça dure 2 heures, ça programme jamais avant 11 heures, donc on va dire, allez, midi, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, c'est tout. Et encore, je suis gentil parce que je compte que 2 heures max, entre guillemets, mais ça peut être moins, tout ça, enfin voilà. Donc, on va dire ça peut programmer que 6 séances. Et la vérité, il y a aussi énormément de ces cinémas-là qui ne programment qu'une seule séance dans la journée. Parce qu'ils se disent, ça sert à rien de faire des séances à midi, il n'y aura personne. Donc, je vais mettre que la séance à 20h et puis basta. Donc c'est aussi un petit peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cinéma comme ça, et moi typiquement j'ai une amie qui vit vraiment dans la diagonale du vide, au milieu de la diagonale du vide, hein, vraiment, donc vraiment dans un trou paumé où il y a genre 3000 habitants, et il y a un cinéma, et en fait le truc c'est aussi pour ça que moi je trouve que l'étude, faut pas non plus que se baser sur ça, qu'elle est très bien cette étude de dans mon labo, je sais plus, de Yann Guégan, voilà, Yann Guégan, très très bonne étude. Mais il faut pas se baser que sur ça parce que c'est une étude qui est basée sur une journée d'exploitation de cinéma. Si c'était une étude qui était basée sur toute une semaine, je pense qu'on n'aurait pas nécessairement tout à fait les mêmes résultats. Et si c'était une étude qui était refaite aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait vraiment pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cinémas qui diffusent une séance dans la journée et une séance dans la semaine qui soit en VO. C'est-à-dire que vraiment, si vous regardez... Alors, typiquement, je sais que y a une statistique qui est un petit peu regrettable dans les statistiques de la VF, c'est de se dire, il y a des coins en France où l'on ne vous recommande pas de déménager si vous êtes team VO. Dans 5 départements, aucune séance en VO n'était proposée dans la journée. Et typiquement, je veux dire, on regarde la Creuse. Creuse cinéma. On va regarder ça ensemble. Mais Creuse, on va regarder sur Allociné. Les cinémas en Creuse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cinémas dans la Creuse. Et qui sont... Alors, il y a un cinéma où il y a 5 salles, un cinéma où il y a 2 salles, et 3 cinémas où il y a une seule salle. Et si on regarde, du coup, le cinéma Alpha, par exemple, il y a 3 séances dans la journée.
avec une séance en VO. Donc c'est pour ça aussi que je dis que le statistique n'est plus non plus à la page, parce que là il y a une séance en VO pour le coup. Peut-être qu'ils ont écouté, peut-être que c'est pas possible de diffuser autrement tout ça. Si on regarde le cinéma Claude Miller, il y a 2 séances dans la journée. Si on regarde le cinéma Eden, on va tous les faire, hein. Alors, parfois il y a aussi des cinémas qui sont fermés, donc ça se trouve il n'y a que 4 cinémas dans la Creuse. Donc voilà, si on regarde ici, il y a 2, 3, 4 séances. Mais attends, ah oui c'est un 2 salles, Il y a 4 séances dans la journée, et si on regarde le cinéma, le Sénéchal, qui a 5 salles tout de même, hein. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 séances dans la journée. Génial. Il y a... Alors, si vous avez genre 2 salles et que vous diffusez à temps plein, ça peut rentrer, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que moi, la vérité, si j'ai un conseil quand même à donner aux pros VO qui ont envie vraiment de voir des films en VO dans leur là où ils sont, que ça soit à la campagne, que ça soit dans les villes, parce que les villes, parce que il y a ce cliché de comment dire, l'AVF c'est quelque chose des villes. C'est pas tout à fait vrai parce que les villes, il y a aussi beaucoup de pâtés qui en fait ne diffusent qu'en VF, et ça c'est assez regrettable. La vérité, il y a quand même aussi ce truc où comment dire, c'est sûrement les vacances où tu as moins de chances d'avoir un jour sans VO, vu que les ciné, une salle vont capitaliser sur le public jeunesse. Du coup, c'est pas pertinent de compter sur un jour. Alors, je crois que la journée qu'il a choisie, c'était le 28 avril 2017, pour le coup. Je sais pas si c'était les vacances, c'est pas sûr. En VF, c'est très cher, oui, bien sûr. Mais le conseil que je donnerais aux pro VO qui ont envie de voir des films en VO dans leur salle, ce qui est tout à fait pertinent, moi aussi, je suis d'accord avec le fait que les gens aient le choix d'aller voir des films. Le problème, c'est que s'il y a qu'une seule salle dans un cinéma, bah c'est pas possible de programmer autre chose que de la VF, parce que en fait le public est très habitué à la VF, le public a envie de voir des films en VF, et au bout d'un moment ce genre de salle là, s'il y a une séance qui est quasiment vide, alors qu'il y a une séance qui peut être un peu plus remplie, parce que clairement, encore une fois, je me base sur le témoignage d'une amie qui vit vraiment dans la diagonale du vide, et qui va voir les séances des films en VO, hein, clairement, mais qui va voir également les films en VF, parce que parfois elle n'a pas le choix, et bah clairement il y a un truc où ils sont genre 10 quand il y a la séance en VF, et 5 quand il y a la séance en VO. Donc vraiment, c'est là aussi où c'est pas très pertinent de l'analyser comme ça, et aussi, là où je voulais rentrer, c'est que bah, le public est plus habitué à la VF, que vous le voulez ou non. C'est quelque chose qui est assez regrettable, assez ok, assez on s'en fout, tout ça, ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez comme opinion. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va être changé du jour au lendemain. Ça, je pense qu'on peut se le dire. Et donc, ça veut dire que les séances en VF vont plus fonctionner que les séances en VO. Ça, on peut se le dire. Maintenant, il y a quand même aussi ce truc où, si vous voulez qu'il y ait plus de séances en VO, militez, faites en sorte qu'il y ait plus de cinéma qui ouvre, en fait, tout simplement. Parce que ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a plus de cinéma, dès qu'il y a des cinémas avec plus de salles, bah là, il y a plus de séances en VO. Et c'est ça aussi où je trouve que il faut pas non plus que ça soit un débat entre deux personnes et qu'il y ait les pro VF qui soient contre les pro VO, etc. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas de guerre à avoir entre les deux. Moi je milite pour qu'il y ait plus de cinéma de partout, pour que tout le monde ait accès à un cinéma, pour que tout le monde ait accès au cinéma dans les conditions qu'il a envie. Même je milite pour que les gens aient accès au cinéma, avec des séances ICE, s'ils ont envie d'aller voir les séances ICE à la con, même si je suis pas d'accord avec ce dispositif là, que je trouve que c'est de la merde, les séances en mode de Screen X avec des écrans sur les côtés là, absolument dégueulasse. Enfin voilà, je trouve quand même qu'il y a ce truc où les gens devraient avoir le choix d'aller voir les films dans comment ils ont envie de le voir, et les gens devraient avoir le choix de se dire, est-ce que je vais à ce cinéma là plutôt que ce cinéma là, sachant que celui-ci diffuse de la VO, celui-ci de la VF, tout ça. Donc voilà quoi. J'ai un cinéma municipal dans ma ville, on est max 3 par séance sans mentir. Il y a eu 5 séances pour Superman et 0 en VO. Bah bien sûr. Mais moi quand j'habitais à Aubagne, pour mes études, il y avait un petit cinéma qui diffusait, je crois, quasiment que de la VF, si je me trompe pas, le Pagnol, qui existe encore. Bah clairement, il y avait beaucoup de séances où on était peut-être 4 quoi. Et les gros blockbusters, parfois, on était un peu plus. Je me souviens que genre No Way Home, on était vraiment au max. On était peut-être une 50aine vraiment, et The Batman on était beaucoup aussi, et encore le Pagnol, je veux dire, on peut même le regarder, on peut même essayer de retrouver le Pagnol là actuellement, si je le retrouve, tac, le Pagnol,
on va regarder un petit peu, mais je crois que c'est un cinéma avec vraiment, voilà, il y a 4 salles tout de même. Il y a 4 salles, c'est pas que dalle. Et là, si on regarde, bon bah ça diffuse des films. Je savais même pas qu'il y avait une VF pour Sirat, je me dis putain. Mais ça diffuse des films quasiment que en VF, quoi. Bien sûr, bien évidemment. Et pourtant 4 salles, pourtant vraiment, il y a de quoi faire, quoi. Mais clairement, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de guerre à avoir. Et en fait, il faut juste que les gens militent pour qu'il y ait plus de cinéma, pour qu'il y ait plus de choix. Et moi, je fais ça tous les jours. je milite pour qu'il y ait plus de séances en VF, pour qu'il y ait plus de séances en VO. Parce que moi, là où je suis, il y a quasiment que des séances en VO. Et j'avoue que voilà. Mais bon. J'ai vu Hardball l'autre jour au CGR de ma ville, salle minuscule, et j'étais tout seul dans la salle alors que j'habite dans une ville moyenne. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, là où je veux en venir également, c'est qu'en fait, tout ce débat-là, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Notamment, alors, moi je suis désolé quand même, c'est que je suis très d'accord avec ce tweet-là. Le marronnier VOVF prend une tournure presque lunaire vu les arguments de certains. Il faut vraiment que certains aillent toucher de l'herbe car l'actualité me semble plus préoccupante que ce genre de débat assez futile. Et je vais lire un petit peu ces tweets-là qui sont anonymes, hein, on s'en fout, hein, bien sûr. À la base, la VF, ça existe pour l'accessibilité. Je suis pas convaincu que le régime de Vichy pensait au TDAH quand il a démocratisé la VF en accréditant les films étrangers que s'ils étaient doublés. Je vais y revenir sur ça. Et un autre tweet qui dit: c'est fou comme les handicapés hypothétiques sont utilitaires pour token, pour justifier toutes les conneries consuméristes et corporatistes imaginables. Alors, les conneries consuméristes et corporatistes imaginables, voir des films. Alors, encore une fois, c'est tout un débat. Est-ce que le cinéma fait partie du capitalisme, etc. Est-ce que c'est de la culture, donc c'est un petit peu contre-révolutionnaire, ce que vous voulez. Je pense quand même qu'on peut se poser là-dessus et se dire que quand même, l'accessibilité à un film, c'est pas non plus le truc le plus horrible. Surtout que, encore une fois, dans l'extrait qu'a tourné, je sais que Anna est revenue dessus, évidemment, plusieurs fois et qu'elle en a reparlé. Dans l'extrait qui est dit, on mentionne pas les handicapés. On mentionne l'accessibilité. Et je dis on en mode comme si c'est moi qui l'avais apporté, mais c'est les comédiens qui mentionnent l'accessibilité. On mentionne pas le handicap ailleurs. Et encore une fois, moi je trouve que le sujet du handicap, c'est quelque chose qui est bien trop vaste. Donc voilà, ta veste bleue va super bien avec ta couleur de cheveux. Oui, ça fait bleu, blanc, rouge. J'adore la France. Mais voilà, pardon, je vous lis pas trop hein, le chat, je suis en tunnel un petit peu autour de ça, mais parce que en fait le sujet a tellement ruminé dans ma tête, parce qu'encore une fois, j'ai fait que voir des réactions à droite à gauche autour de ce qui avait été dit. Donc clairement, pour moi, il y a quand même ce truc où on ne mentionne pas n'est pas mentionné sur le plateau le handicap, c'est mentionné l'accessibilité. Et pourquoi l'accessibilité? Parce que plus de gens veulent voir des films en VF. Et donc, l'accessibilité, encore une fois, parce que je sais que l'argument qui revient à côté, c'est vous parlez d'accessibilité, mais pas de l'accessibilité à la VO. Alors encore une fois, là par contre, je reconnais un de mes torts. J'ai mal monté la vidéo, j'ai mal monté le TikTok, parce que clairement, tout le débat qu'on avait autour du débat VFVO, déjà vous voyez, c'est un débat, on a plus parlé du doublage amateur que de tout ce débat VFVO, etc. Donc c'est quand même assez signifiant sur ce qu'on voulait en dire par rapport à toute cette émission-là. Mais tout le débat VFVO, on en a parlé pendant 10 minutes. Même on en a reparlé un poil plus après, etc. Je crois. Et globalement, c'est quand même un truc où on a été assez nuancé. Et où, moi, ce que j'ai vu comme retour autour de l'extrait, hein, bien sûr. Mais... non, les poissons, je savais que ça allait te faire réagir, ça, par contre. Mais... mais... Alors, il y a quand même ce truc où... Moi, l'extrait, je sais qu'il a fait extrêmement réagir en mode... comment dire, l'ingratitude ou le côté méprisant des doubleurs qu'on retrouve là-dedans. Je dis doubleurs parce qu'on a résolu le débat au début de l'émission. Mais moi, je vous avoue, j'ai revu un pourtant. En fait, pareil, parce que j'ai vu qu'il y avait des retours autour du passage sur les Nepo Babies. Parce qu'on avait beaucoup parlé, etc. On en a parlé une dizaine de minutes aussi, pareil. Même pas, on en a parlé 5 minutes et tout, enfin voilà. Mais je sais qu'il y avait eu des débats aussi autour de cette appellation de Nepo Babies, on en avait un petit peu parlé, etc. Et je sais qu'il y avait des gens en commentaire qui en parlaient, je me dis merde, ça se trouve, parce que moi je vous avoue aussi, un des retours que j'ai personnellement par rapport à toute cette émission, c'est que j'étais sous le stress absolu. Je pense qu'on peut revoir les 5 premières secondes où je crois que je le mentionne, hein, de toute manière. Et bonjour, c'est cette caméra-là, je crois, qui nous filme pour l'instant. Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis en train de me chier dessus parce que c'est... Voilà, c'est, mine de rien, c'est une grosse émission, plateau, il y a des techniciens, tout ça, donc c'est vraiment très très dur. Mais il y a quand même ce truc où, globalement,
j'étais vraiment en stress de fou parce que je me suis dit putain, j'espère que ça va bien se passer, etc. J'espère qu'il n'y aura pas des problèmes à droite à gauche, tout ça. Et donc c'est sûr que le passage sur les Nepo Babies, je me suis dit, attends, ça se trouve, c'était un moment, parce qu'il y avait des moments où j'étais en train de gérer le chat, en train de gérer les invités, en train de gérer mon déroulé en fait de questions et de me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais dérouler mes questions, parce que j'avais toutes mes questions en tête, mais en même temps, il y avait des moments où en fait, selon la discussion, on divaguait sur d'autres sujets, etc. Enfin, bref, comment est-ce que ça allait se passer? Donc forcément, il y avait des moments où j'étais un peu à l'ouest, et je me suis dit, ça se trouve, le moment de Nepo Babies, comme je laisse beaucoup parler mes invités, il y a eu des trucs qui étaient mauvais là-dedans. J'ai revu le passage, j'ai pas vu non plus des trucs atroces. Alors évidemment, je pense qu'on peut se dire que Esteban défend un petit peu son bout de gras parce qu'il vient de là, mais en même temps, il est assez lucide là-dessus. Et moi, ce que je retiens du passage sur les Nepo Babies, c'est qu'ils sont en mode... Je pense pas que ce soit un phénomène à combattre parce qu'on ne peut pas tellement le combattre. C'est un petit peu ça qui est ressorti de l'extrait. Peut-être que je l'ai mal interprété, peut-être que je fais un peu de mauvaise foi sans le vouloir. Je vous jure, j'essaye d'être le plus de bonne foi possible par rapport à l'émission. J'ai rematé le passage, mais il y a quand même ce truc où j'ai pas l'impression que ça soit le passage le plus désastreux de l'entretien, ni qui est du passage désastreux. D'ailleurs, encore une fois, moi je suis très fier de cet entretien-là, je suis très fier de cette émission. Il y a quand même un aspect où j'ai pas compris tous les retours un peu négatifs qu'il y avait eu autour de ça. Et pareil, du coup, pour le passage VF-VO, où j'ai quand même cette impression que on essaye de parler avec nuance, notamment des limites que peut y avoir au fait de regarder que en VF, notamment Anna qui propose l'exemple de Sense8, où en fait, le fait de regarder une série comme ça, sans les accents, ça peut vraiment occulter quelque chose. Le fait de travailler, enfin, les coutumes qu'il peut y avoir dans le doublage, d'entendre souvent les mêmes voix, tout ça, qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Donc, on en parle de manière nuancée, et c'est vrai que l'extrait qui est ressorti sur Twitter, c'est vrai, c'est pas non plus l'extrait qui est le plus dans... même si, encore une fois, je trouve que l'extrait il est bien parce que en soi, il n'y a pas de mépris non plus par rapport à certaines personnes, par rapport aux gens qui regardent en VO, aux gens qui regardent en VF, tout ça. Je trouve qu'il est assez bien. C'est quand même ce truc où effectivement, moi je vois pas tellement de problèmes dans l'extrait. C'est-à-dire que en fait, je pense que les gens ont tiqué sur les gens qui veulent voir leur petit film avec leur petite VO, tout ça. Mais c'est pas non plus un truc pour dire... encore une fois, on parle pas des gens qui ont envie de regarder en VO parce qu'ils préfèrent ça, et puis voilà. On parle vraiment des gens qui sont anti-VF, ce qui est autre chose. De tous les gens qui veulent vraiment que le métier disparaisse, etc. Et forcément, du coup, que... encore une fois, là-dessus, il y a de la lucidité de la part des comédiens qui viennent et qui disent... comment dire, qui disent ce côté très ah putain, j'ai perdu le fil de ma phrase, pardon. Donc bon, mais encore une fois, des gens qui veulent vraiment que le métier disparaisse. Et là, on parle pas juste des pro-VO, quoi. Imo, t'aurais dû inviter une personne pro-VO, mais pas un clébard qui a du mépris non plus. Même si c'est nuancé, ça fait un peu circle jerk dans les extraits qui sortent. Je comprends aussi ce côté-là, bien sûr. Et en vrai, c'est aussi le problème de toute façon de TikTok, hein, c'est que c'est dur de résumer un avis comme ça sur une minute. Mais il y a quand même ce truc où moi, je sais que j'essayais quand même de garder ce truc d'aller dans là où ça allait mal avec certaines limites, hein, que je me posais moi-même. D'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose, hein, c'est que moi j'envoie toujours les questions avant à mes invités, tout ça, genre j'essaye de pas de les mettre dans la panade. Tout a été approuvé, genre vraiment il n'y a pas eu de point où j'ai dû où on m'a dit ah cette question là j'ai pas envie qu'on l'aborde, tout ça, tout a été approuvé. J'ai envoyé des TikTok au préalable, les TikTok ont été approuvés. Il y en a certains qui n'ont pas été approuvés parce que justement, et c'est ça aussi qui me dérange, hein, quelque part avec toute cette sauce, c'est que moi j'ai préparé 5 TikTok. Et c'est pas un truc de travail, c'est pas un truc de j'ai passé du temps dessus, je m'en fous de ça. Mais j'ai préparé 5 TikTok autour de cette émission-là, pour parler un petit peu de plein d'aspects. Et mine de rien, il y en a certains qui ont été refusés pour la raison de j'ai pas envie qu'il y ait des sauces. Et ça, je trouve que c'est assez regrettable de se dire que comment dire, parce que les extraits sont parfaitement cordiales, de toute façon c'est des trucs qu'il y avait dans l'émission, je sais plus exactement sur quoi j'avais fait, je crois que j'avais fait vraiment sur du coup sur les conditions de doublage, j'avais fait un autre truc encore sur le débat VF-VO, et je crois que j'avais fait quelque chose sur le côté, est-ce que les réseaux font partie du métier également, et encore un autre, je sais plus exactement, un truc sur la VO, sur le mouvement touche pas ma VF, etc., sur un peu l'hypocrisie qu'il peut y avoir. Et c'était un truc où pareil, ils voulaient pas nécessairement en parler parce qu'ils se disaient ça va foutre de la sauce, ça va desservir un petit peu le milieu également d'en parler comme ça.
reste que l'émission, elle est là, et de toute manière, ils assument totalement ce qu'ils ont dit, hein, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où moi, je trouve ça assez regrettable de me dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement parler parce qu'ils trouvent qu'il y aurait trop de sauce dans ce genre de truc-là. Ça m'embête parce que moi, personnellement, je m'en fous en soi. Ouais, je salue. Mais je m'en fous perso que je sois attaqué sur une émission, que j'ai de la merde qui ressorte, etc. Je m'en fous. Mais là, ça concerne des invités. Et ça concerne pas que des invités là actuellement, mais ça concerne, je pense, des invités futurs. Je me dis, mais comment je vais me débrouiller pour l'émission prochaine? Parce que du coup, on a reparlé un peu avec les prochains invités qui vont arriver. Et c'est vrai que parfois, ils sont en mode, ah, quand même, c'est vrai que ton émission, elle a fait parler. Mais en même temps, c'est tant mieux, quelque part. Il y a quand même ce truc, bad buzz is still buzz, j'ai envie de dire. Mais là, ça touche pas que moi. C'est un petit peu ça qui me dérange aussi de manière plus personnelle. Donc bon. Si le métier disparaît, alors on aura des VF générés par IA, et là ça sera franchement dégueulasse. Bah oui, et je veux dire, pareil, on en parlait un peu plus sur le Discord également, de ce côté où, comment dire, de l'argument de parler, parce que je sais que ça en parlait un petit peu là-dedans par rapport aux IA, de l'argument de parler de ce qui est... Putain, mais en fait je fais que regarder constamment, dès que je vais quelque part, je fais que regarder mes fiches. Mais en même temps j'étais stressé, les gens, j'étais stressé, je sais que ça. Mais en même temps... Il y a ce côté où, par exemple, la discussion qu'on avait autour de l'IA, autour du fait que est-ce que l'IA va vraiment être chiante. Oui, bien sûr, l'émission elle est disponible sur YouTube, il y a toute une rediffusion. Très très chouette émission, encore une fois, hein, je suis très très fier de ça. J'aurais pensé qu'elle aurait duré plus longtemps, qu'elle allait durer plus longtemps, mais finalement non. Et il y a quand même ce truc où tout le débat qu'on avait sur l'IA, c'était aussi en partie basé sur le fait de parler des enfants et des productions pour enfants. Et en même temps, je sais qu'on en a débattu sur le Discord, à parler notamment du côté où, oui, mais de toute manière, les enfants, ils font que bouffer de la merde déjà de base. Mais en même temps, est-ce que cognitivement, ça serait bien qu'ils bouffent de l'IA, etc. Enfin, que des trucs comme ça. Et je sais, voilà, ça, c'est des débats qui sont parfaitement sains et qui sont cool à avoir, hein, de toute manière. Et c'est pour ça aussi que j'ai posté ce genre d'émissions-là. Le problème, c'est quand ça rentre vraiment dans des aspects plus problématiques par rapport aux invités déjà, par rapport à des messages d'insultes. Je vous rassure, d'ailleurs, j'ai contacté Anna après le début de la sauce et elle m'a dit, mais de toute façon, moi tu sais, je suis meuf sur internet, c'est pas... Il y a aussi cet aspect-là, hein, bien sûr, c'est que bon, ça tombe sur la meuf, mais, mais bon. Mais en même temps, je me dis que quand même ça a provoqué du débat et c'est tant mieux. J'aimerais quand même aussi, j'aimerais revenir sur plusieurs choses. Premièrement, non, je vais plutôt parler de ça. C'est que, alors, j'ai plus retrouvé les statistiques. Je sais qu'il y avait eu des statistiques très grandes autour de tout ça. Mais il faut savoir un truc, c'est que les gens qui disent, parce que pour le coup, encore une fois, ce débat VFVO, c'est quelque chose qui est uniquement dans les cinémas, j'ai l'impression. Parce que pour le coup, dans les cinémas, t'as pas le choix. Alors, et encore une fois, en plus, t'as pas nécessairement le choix, parce que Esteban qui se fait insulter pour sa voix, welcome back au ah, bien sûr. Mais parce qu'au cinéma, t'as pas le choix. Alors, t'as pas le choix non plus, comment dire, physiquement, j'ai envie de dire, parce que en fait, nécessairement, le cinéma, ça fonctionne par DCP, c'est des sortes de gros disques durs qu'on rentre dans une machine et qui font diffuser le film. Et il se trouve que, du coup, un film en VF et un film en VO, c'est deux DCP différents. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est pas possible de diffuser un film... Enfin, même c'est pas possible de genre désactiver les sous-titres. Moi, on m'avait expliqué ça, c'est que c'est pas possible de juste... t'as un truc en sous-titres, un truc sans sous-titres. Tu peux pas juste dire, ah bah tu désactives les sous-titres. Non, ça marche pas comme ça en fait. Le DCP, ça fonctionne en fait par une suite d'images avec une bande son qui est associée. Et c'est pour ça que c'est dur de redémarrer d'ailleurs un film en cours de séance. Mais en fait c'est deux DCP différents. Donc en fait, faut louer deux copies différentes, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que parfois que certains cinémas ne diffusent qu'en VF, en fait, tout simplement. Physiquement, c'est très dur en fait de diffuser autrement que un truc en VF, un truc en VO. Physiquement, vraiment. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens il y a des cinémas qui seraient prêts à diffuser à la fois en VF et en VO, mais qui ne peuvent pas nécessairement parce que, bah en fait, physiquement, c'est dur. C'est un petit peu ça. Et surtout, là où je voulais en venir, c'est que parce que bah, du coup acheter 2 DCP ça coûte de l'argent, enfin voilà, vous comprenez. Et surtout là où je voulais en venir, c'est que si c'est un débat qui est exclusivement dans les salles de cinéma, bah, on peut se baser sur un autre outil où pour le coup c'est pratique, c'est facile de switcher de la VF à la VO. C'est les plateformes de streaming, les jeux vidéo, la télévision qui de plus en plus mettent en avant des films, enfin des pistes audio en VO. Avec des sous-titres à côté, etc.
Mais du coup, même si c'est plus difficile à faire, mais du coup, je pense qu'on peut se baser a priori sur la diffusion de films, de films et de séries sur Internet. Et il se trouve que la saison 1 de Stranger Things aurait été vue en VF par 70% des abonnés français à Netflix. La VO loin d'être anecdotique ou de niche. Et je suis d'accord avec ça. Mais du coup, autant c'est quelque chose qui date de 2017, je pense que ça va peut-être monter. Mais du coup, la VF reste majoritaire. Et là encore, c'est une série vraiment qui a été beaucoup vue, une série ricaine, etc. Mais je crois même qu'il y avait des statistiques, pour le coup, avec une série où plus de gens l'avaient regardé en VO, c'était La Casa de Papel. Et c'était 33% qui regardaient je crois que c'était 2 tiers qui regardaient en VF et 1 tiers qui regardaient en VO. Donc tu te dis, mais même pour cette série-là, où plus de gens, a priori, je pense que même il y a plus de gens qui seraient dans le sud et qui se diraient, ah quand même c'est en espagnol, j'ai envie de regarder en espagnol. En plus je connais un petit peu l'espagnol, tout ça, je vais juste mettre des sous-titres comme Becky pour entendre l'espagnol. Parce que ça fait plus exotique entre guillemets. Même pour ce genre de série-là, les gens regardent quand même majoritairement en VF. Donc il y a quand même ce truc où, encore une fois, le problème qu'il y a, c'est que une majorité des gens regardent en VF. Alors le problème, est-ce que c'est tant un problème que ça? C'est que même quand on leur donne le choix, les gens regardent en VF. Et vous pouvez aller dans tous les arguments possibles, etc. De type, oui, mais ils sont conditionnés parce qu'ils regardent qu'en VF depuis longtemps, etc. Et parce que la VF, tout ça. Reste que c'est très dur quand même de rentrer vraiment dans quelque chose, de faire changer les consciences des gens, en fait, tout simplement. Ça peut pas se faire comme ça. Après Netflix, le problème c'est que les sous-titres sont horribles. Aussi, alors pour le coup, pour Stranger Things, il s'applique à peu près pour les grosses séries quand même. Mais c'est vrai que un des problèmes, c'est effectivement que les sous-titres sont pas très bien faits. Mais et c'est là aussi où je trouve qu'on rentre aussi dans un argument tout simple, c'est que moi ce que je comprends pas, c'est les gens qui disent la VF elle traduit l'original, la VF trahit l'original parce que en fait il y a une adaptation qu'il y a dessus. Là où je veux dire, je comprends l'argument évidemment et il est vrai, les gens ont raison de dire ça. La VF trahit l'original parce que c'est pas la même chose que l'original. Traduire c'est trahir, vous connaissez, enfin voilà. Le problème que j'aurais avec ça, c'est que à côté, la solution qui est proposée, parce que le débat c'est pas juste VF-VO, c'est VF-VO-ST, parce que les sous-titres aussi, pour le coup, ils peuvent trahir l'original. Et quand on est face à une langue comme le persan, quand on regarde des films iraniens, pour le coup, je peux pas savoir si ça traduit très bien ce qui a été dit, d'autant plus que les sous-titres, c'est pas neutre, les sous-titres, ça a des démarches vraiment, notamment je recommande là-dessus un formidable documentaire qui s'appelle Traduction de l'ombre à la lumière, je crois que c'est ça, traduction audiovisuelle de l'ombre à la lumière, voilà. Je conseille ce très bon documentaire, vraiment très chouette, qui est disponible, alors qui est peut-être disponible, voilà, il est disponible ici, et en fait qui revient sur le métier de traducteur de traducteur vraiment dans l'audiovisuel, et qui est vraiment super chouette. Je crois que ça a été diffusé sur No Live si je me trompe pas à un moment, et en fait ça revient autant sur des traducteurs qui travaillent sur de doublage que sur du travail de sous-titres en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans ce documentaire là, c'est que en fait, putain, il est disponible il y a un mois. Moi, je me souviens, pour mon mémoire, rappel, j'ai un mémoire sur le sujet. Pour mon mémoire, j'avais dû regarder ce film-là. Je l'avais déjà revu, j'avais déjà vu, mais en fait, je devais le revoir pour ça. Et du coup, il était disponible que sur Vimeo. J'ai dû payer genre 5 balles pour le voir. Putain. Heureusement qu'il est dispo maintenant sur YouTube. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, bien sûr. Mais il y a quand même aussi ce truc où le sous-titre a quand même des contraintes bien plus exigeante, j'ai quand même l'impression, que la VF. C'est-à-dire que le sous-titre se doit d'être plus concis, de résumer beaucoup de choses, de perdre en détail, de perdre en ce qui est dit. Et moi, je me souviens typiquement de ma séance pour Y a-t-il un flic, le récent qui vient de sortir. Ça galérait un petit peu au niveau des blagues, notamment. C'est ça qui est un petit peu problématique, en fait. Bonjour, je t'écoute justement pendant que je traduis et sous-titre un film pour la Cinémathèque française. Et voilà, tu vois du coup la contrainte, notamment les CPS, voilà, les caractères par seconde. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais, mais je sais parce que moi, d'ailleurs pour revenir sur le sujet du handicap, moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais en études, j'avais dû sous-titrer pour les sourds et malentendants, parce qu'en fait j'avais fait un film dans le cadre de mes études, enfin j'avais monté un film dans le cadre de mes études, qui était un film sur les sourds qui peuvent faire de la musique grâce aux vibrations, tout ça. Et donc on s'est dit collectivement
que ça serait bien que ça soit sous-titré pour les malentendants. Le problème, c'est que si je regarde, tac, sous-titres malentendants normes, j'ai envie de dire. Tac, c'est quoi les normes? J'arrive pas à écrire. Les normes pour ça, c'est que voilà, il y a des codes couleurs vraiment très chelous là-dessus, où je ne comprends pas nécessairement pourquoi c'est ce genre de code couleur là, mais du coup j'ai dû les suivre à la lettre, vraiment. Donc bon, le seul truc que je trouve peu défendable, c'est la synchro labiale. Je suis tout bonnement incapable d'évaluer le jeu d'un acteur doublé, j'ai un blocage. Et ça, c'est tout à fait réel, je veux dire, ça je comprends totalement, évidemment, et les gens sont tout à fait, c'est tout à fait légitime là-dessus, bien sûr. De toute façon, relire la loi de Sturgeon, 98% d'œuvres d'art sont oubliables, alors que ce soit VF ou VO, ça va pas changer ma vie sur la finalité. Je vais y revenir sur ça. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout que le sous-titre, moi je me souviens de ma séance de Y a-t-il un flic, où je voyais que les sous-titres galéraient, et heureusement que je comprends l'anglais, que je comprends où les blagues vont, parce que sinon j'aurais vraiment eu du mal à adhérer à l'humour du film, parce qu'en fait il y a énormément de jeux de mots en fait tout simplement, et les jeux de mots je pense auraient bien plus facilement passé si j'avais moins si j'avais moins cette approche un petit peu étrange où je comprends à la fois ce qui est dit en VO et en même temps je lis des sous-titres qui disent pas du tout la même chose parce qu'ils sont censés adapter parce qu'en en fait ils prennent des détours parce que sinon c'est impossible d'adapter des jeux de mots et en même temps c'est là aussi où je trouve que parfois il y a quand même des problèmes avec la VO sous-titrée particulièrement. Évidemment voilà, si vous comprenez la langue originelle, regardez en VO, ou même quand même aussi l'argument. Alors l'argument tout de même, c'est RMN avec ses sous-titres en 3 couleurs différentes pour 3 langues. Mais oui, bref, c'est très bizarre. Mais évidemment, il y a quand même ce truc où si vous écoutez vraiment je sais qu'il y a un argument qui ressort également, c'est que c'est pratique pour apprendre d'autres langues. Alors, ce qui est pratique pour apprendre d'autres langues, c'est de regarder en VO sous-titré VO. Enfin, sous-titré dans la langue originelle. Typiquement, si vous regardez un film en anglais, vous regardez un film en VO sous-titré anglais. Ça, c'est très pratique parce qu'en fait, les sous-titres, généralement, ne condensent pas ce qui est dit. Les sous-titres sont très carrés et disent exactement ce qui est dit. Et donc, ça là-dessus, c'est ultra pratique, c'est sûr. Mais là où je voulais en venir, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? C'est que voilà, le sous-titre aussi est une adaptation. Le sous-titre aussi traduit... et trahit donc l'œuvre originelle. C'est là aussi où je trouve que le débat sur la trahison à l'œuvre originale, je trouve il a pas de sens. La vérité, la meilleure manière de voir un film dans sa langue originale, c'est de le regarder sans sous-titres, sauf que en fait on est très rapidement limité parce que moi autant je comprends l'anglais et je peux voir je pense beaucoup de films en VO si c'est des films en anglais. Maintenant il y a des films qui sont iraniens, il y a des films qui sont italiens, il y a des films qui sont allemands que j'ai envie de voir. Et ça, là-dessus, je peux pas tellement me baser juste sur ma connaissance de la langue, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, aussi, Poisson, tu dis quelque chose de très vrai, hein. Relire la loi de Sturgeon, 90% des œuvres d'art sont oubliables, alors que ce soit en VF ou en VO, ça va pas changer ma vie sur la finalité. Exactement. Exactement. Parce que moi, la réalité aussi de tout ce débat-là, et là où je trouve que c'est très... Enfin, on revient même là-dessus à ce débat autour de Stranger Things, c'est que moi, que tu regardes Stranger Things en VF ou en VO, je m'en fous. Et c'est là aussi où je reviens sur un débat. Encore une fois, moi, je suis plutôt pro VO. Mais il y a quand même ce truc où il y a parfois des films que je vais voir en VF. Typiquement, j'ai vu Superman en VF. Est-ce que le jeu d'acteur de Nicolas Hoult va me faire vraiment verser une larme ? Ou est-ce que si c'est Emmanuel Garijo sur le perso, ça va vraiment me bousculer? Ah, pas nécessairement, quoi. Vraiment, les deux, pas nécessairement, j'ai envie de dire. Le truc que je trouve le plus absurde, c'était l'extrait de Superman qui était sorti, et où ça disait en VO 1A, 1A, et ça disait en VF 1A, 1A. Ce qui est là, pour ceux qui ne parlent pas anglais, 1, ça veut dire 1, et A, ça veut dire A. C'est la traduction la plus littérale possible. Genre vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est la même intensité de jeu. Je veux dire, je pense que si on évalue un petit peu le jeu, c'est de la même intention de jeu, c'est la même intensité. Voilà. Il n'y a pas de différence. Je veux dire, autant quand on regarde vraiment des phrases différentes, type je sais pas moi, t'as pas une gueule de porte-bonheur dans Predator, ou en VO c'est You're one ugly motherfucker, tout ça. Là je comprends qu'on ait une préférence pour l'un pour l'autre, même qu'on ait une préférence pour la VF, hein, ça peut se faire. Mais je veux dire,
là, c'est la traduction la plus littérale de la chose, avec un jeu qui est à la hauteur. Et en fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la VF, parce qu'ils voient que les ricains, ils jouent mal. Parce que la réalité, la VF, c'est 90%, encore une fois, peut-être 90% de ce qui est fait, vraiment, de ce qui est fait comment dire, de ce qui est fait, de ce qui est produit en doublage, c'est des trucs en anglais. Donc maintenant, putain, je voulais aller où? Je sais plus où je voulais aller, pardon. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc où, a priori, le jeu en anglais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le jeu en anglais, c'est pas le truc le plus. Enfin, la plupart des acteurs hollywoodiens, des acteurs britanniques, sont pas non plus géniaux, quoi. La voix, ça compte, le timbre de voix d'un acteur, d'une actrice. Ouais, après, c'est pour ça que c'est le job aussi d'un directeur artistique de choisir quelqu'un avec un timbre qui est suffisamment proche, avec un jeu qui est suffisamment proche également. Et ça, c'est le boulot du comédien également de s'adapter. Donc voilà, moi là-dessus, je veux dire, j'ai regardé Superman en VO un peu plus tard, j'ai regardé quelques scènes, tout ça. J'ai pas non plus trouvé exaspérant les changements de voix. C'est pas, encore une fois, dans les années 80, on faisait beaucoup ça. On faisait des trucs en mode, comment dire, on faisait des trucs où on se disait, bah en gros, oui, alors Stallone, enfin Schwarzy, il a un accent à couper au couteau, bon bah on l'efface. Genre vraiment, on l'efface totalement, enfin voilà. Twin Peaks en VF, je me demande ce que ça donne sur Gordon. Sur Gordon, c'est... alors sur Gordon Cole, je sais plus qui c'est, mais je sais que sur... bah du coup sur le perso principal, j'ai oublié son nom. Est-ce que j'ai oublié son nom? Ouais, Cal MacLachlan. Putain, j'ai oublié son nom. Comment... Dale Cooper. Pardon, Dale Cooper. Sur Dale Cooper, je sais que c'est Patrick Poivet. Ce qui est un petit peu compliqué. Genre voilà, on va pas se mentir. Et voilà, moi j'ai regardé Twin Peaks en VO quand même. Je me suis respecté. Mais moi je suis de l'avis aussi de poisson. Hein. Je suis de la taille que je vois si je vois quand je vois un film à part, s'il a une volonté spécifique naturaliste, je vois des persos de fiction. Donc de base, le jeu des acteurs, oui bon, tu joues un perso, il y a une interprétation, basta. Bah oui, moi et moi en fait ce que je comprends pas, c'est que les gens ça me rappelle Louis Leterrier qui, quand il a vu Fast and Furious 9 en VF, il se rendait compte que les dialogues de son film étaient mal écrits et qu'elle a préféré chier sur la VF que sur son travail. Mais oui, en fait, la réalité, j'ai l'impression que la VF est un révélateur du mauvais jeu des acteurs en VO. Parce que la réalité, vous regardez la VO, est-ce que c'est des jeux qui sont vraiment transcendants? Et je me souviens de Antoine Goya qui me répondait par rapport à la VF, etc. Et qui disait ouais, quand vous regardez les émissions genre voix ouf où vous voyez ils sautent dans tous les sens, etc. pour jouer leur truc. Et l'exemple qu'il a pris, c'était le Joker. C'est vraiment Joker. Je veux dire, au bout d'un moment, Joker, a priori, il y a quand même ce truc où la VO surjoue de toute manière, quoi. Vous avez lu, la VO c'est dégueulasse. Après qu'il y ait par contre des trucs où au bout d'un moment c'est... En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens en mode objectivement la VF c'est dégueulasse. Bah non, la VF c'est dégueulasse pour toi. C'est dégueulasse parce que t'es pas habitué probablement et que peut-être que t'aimes pas le ton de la VF. Parce que par contre, ça c'est un vrai truc. Hein. La VF, il y a un ton précis et particulier qui rentre dedans. Enfin voilà quoi. Il y a qu'un le problème, c'est surtout qu'ils savent pas mixer par moment, ça me rend fou. Oui, en plus, des Nolan et tout, ils savent pas mixer. Mais en même temps, c'est dans l'intention de la chose. Parce que voulez-vous, j'ai envie de dire. Et là où je veux en venir aussi, c'est que la faute aux doubleurs ou aux auteurs français qui réécrivent les dialogues originaux. Pas les dialogues originaux. Enfin, encore une fois, les dialogues originaux, c'est de la traduction, j'ai envie de dire. Donc c'est le truc le plus proche de la chose, quoi. Et encore une fois, vous voyez, d'ailleurs, il y a quand même ce truc où effectivement, moi, c'est là où je veux en venir, c'est que autant fut un temps, on était plus à essayer vraiment de franciser un maximum les films, etc. Mais il y a quand même ce truc où aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de la VO, quoi. Surtout, encore une fois, quand c'est de l'anglais, quoi. Bah oui, ça débite, pardon, hein, mais c'est mon sujet de mémoire, donc bon, forcément que ça débite. Donc bon. L'icône de la VF, c'est Locordier qui a 90 ans, prend une petite voix aiguë pour faire le bébé, ça dit tout. Tu crois que c'est qui en VO? Enfin, je suis désolé, la Lesco là, mais tu crois que c'est qui en VO? Tu crois qu'elle a quel âge? Comment il s'appelle la meuf qui double Goku là? Goku VO. Masaka, alors attends, Masaka Nozaya, donc du coup 88 ans, et on va voir Brigitte Lecordier, je crois qu'elle est même plus jeune que ça. 69 ans, donc elle a quasiment 20 ans de moins.
argument fallacieux. Désolé. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, je vous lis également dans le chat qui disent j'aime pas la VF, ça fait ridicule sur moi, mais je vais pas cracher sur les VF non plus. Bah voilà, c'est ça le truc. Donc bon. Ou non? Bah oui, désolé, j'ai gagné le débat, je vais donc te battre. Non, je plaisante bien sûr. Là, par contre, oui, le butch pass, bref, on va pas en parler. Le truc aussi, c'est que la VO, c'est presque jamais mieux que... La VF, c'est presque jamais mieux que la VO. Donc je me dis, pourquoi ne pas regarder la meilleure version, mais je suis pas contre la VF. Alors après, ça pareil, moi je trouve qu'on en revient un petit peu à tout ce débat par rapport à... Est-ce que il y a aussi cette notion de sous-titres, tu vois, tout simplement, bien sûr. Il n'y a pas un truc où la barrière de la langue permet d'éviter de cringer devant ce qu'on regarde aussi par rapport à la VF. Mais évidemment, évidemment. Et ça, je veux dire, au bout d'un moment, vous regardez les paroles de chansons en anglais. Il y a des moments où vous trouvez ça trop stylé. Vous les traduisez, c'est dégueulasse. Mais en même temps, c'est la rythmique de la chose, donc c'est compréhensible, hein, tout à fait, bien sûr. Mais vous traduisez, je sais pas, Smells Like Teen Spirit. Les paroles n'ont aucun sens. Mais en même temps, dans la rythmique de la chose, c'est très propre, bien sûr. Le souci, c'est que je trouve que tous les doubleurs actuels ont le même foutu jeu. Ah, mais ça, c'est un truc inhérent vraiment à la VF. Hein. C'est qu'il y a un jeu de la VF, si tu rentres pas dedans, ça fait dégueulasse. Moi, je me souviens notamment des retours qu'il y avait eu autour de la version originale, du coup, française de Mars Express. Juste parce qu'il y avait un jeu plus naturel, que moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Les gens disaient que c'était dégueulasse parce qu'ils étaient habitués à la VF. Et ça, c'est un petit peu relou. Le truc pour moi, c'est que pour un gros film, la VO, on s'en branle. Sauf, souvent, ça n'a rien d'exceptionnel, sauf si la VF est complètement foirée. Mais ça, c'est plus valable sur les VF. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, arcade, enfin vraiment, et pourtant les retours qu'il y avait, moi je me souviens de Terracid qui disait non, mais c'est dégueulasse, un peu partout, etc. Le mauvais jeu naturel du Zul, oui. Bah, il joue littéralement lui, je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas dire qu'il joue mal. Donc bon, est-ce qu'on peut s'accorder qu'il faut faire le maximum de VF pour au moins rendre accessible le maximum d'œuvres et pas que des VOST? Mais bien sûr, tout simplement déjà parce qu'il y a aussi une réalité physique, c'est qu'il y a beaucoup de cinémas qui ne diffusent pas s'il n'y a pas de VF. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des films, typiquement, je sais pas, je crois que Valeurs Sentimentales, il n'y a aucune VF qui a été produite. Et ben le film n'est pas diffusé dans certains cinémas, ce qui est assez relou. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Parce qu'ils se disent, ah mais le public ne voudra pas voir un film en VO, en plus en suédois, là, la con, là, en danois, là, pour Valeurs Sentimentales, enfin voilà quoi. Bon, tous ces débats juste pour permettre à Donald Renew et à Lynch Chotai d'avoir 150 000 rôles en plus. Ça d'ailleurs, on en parle hein, dans tout le débat, c'est de se dire est-ce que... Enfin, et moi je trouve que c'est très pertinent et je sais que c'est un truc où en soi on n'en avait pas... on en avait parlé, je voulais faire un TikTok, mais au final on s'est dit que c'était pas le bon moment et pas la bonne manière d'en parler. C'est que Esteban en parle en disant que pour lui, justement, être sur les réseaux, c'est pas un truc qu'on devrait faire en fait. C'est pas un truc que les comédiens devraient faire parce que... Bah en soi, les comédiens sont censés s'effacer derrière les personnages et ne pas tirer de gloire, entre guillemets, de tout ça. Et je le rejoins totalement là-dessus, je rejoins tout à fait dans cette analyse-là. Et pour moi, effectivement, les comédiens sont censés s'effacer et pas devenir des stars. En fait, quelque part, le problème du doublage, c'est qu'il y a des comédiens qui font du doublage et qui sont devenus des stars alors que bah ils sont censés s'effacer derrière leur personnage. Enfin, c'est un petit peu bizarre du coup. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un truc qu'on aborde également dans l'émission. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, hein, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, je voulais... tac. Alors, je sais qu'il y a eu un trade également de 440 Hz, dont je conseille la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit peu le lien de sa chaîne YouTube dans le chat. Très très bonne chaîne YouTube sur les OST de jeux vidéo. C'est des analyses vraiment musicales sur la musique de jeux vidéo. Très très bonne chaîne. Vraiment, je conseille énormément. On pourrait dire la même chose pour les acteurs, non? Bah... Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce qui est... Enfin, moi, c'est ça aussi où je suis... En fait, ce que je comprends pas, c'est que... bon gars, lui, vous me le branlez celui-là. Oui, voilà. Mais en fait, c'est ça aussi. Et je trouve qu'on rentre vraiment dans l'analyse aussi de 40 Hz là-dessus. Très très bonne analyse. On en a pas mal discuté d'ailleurs derrière. Mais en gros... Oh là, le débat VFVO, ça me fait penser au débat chocolat-chocolatine. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Flo Lézandard, merci beaucoup Laskens. Mais en fait, je trouve on rentre dans quelque chose où... moi je sais que l'argument ultime anti-VF, entre guillemets, c'est de dire oui mais l'original sera toujours meilleur. Et moi j'ai envie de dire mais comment vous pouvez dire ça, sachant qu'il y a des... Sachant que là on parle de jeu d'acteurs, on parle pas genre de on va changer des décors, etc. On va changer machin. Là on parle purement de jeu d'acteurs.
et on a des tonnes et des tonnes de littérature autour de ça, notamment tout ce qu'a dit Brecht notamment. Alors je m'intéresse de plus en plus à la théorie de Brecht, à la théorie brechtienne, où en fait il dit que en soi un acteur est censé être remplaçable, enfin globalement il dit ça, j'ai envie de dire, mais qu'un acteur est censé être remplaçable, qu'il n'y a pas il est pas censé y avoir d'identification entre le personnage et le spectateur, tout comme il n'y a pas censé y avoir d'identification entre l'acteur et le personnage, et qu'en fait t'es censé jouer un rôle qui est le tien et qui est et t'es pas censé rentrer dans un truc d'acteur studio un peu dégueulasse. J'ai pas encore tout lu de Brecht, ça se trouve je dis des conneries, mais notamment également je pense à Roland Barthes et à la mort de l'auteur, et à ce côté où effectivement moi je considère personnellement la VF comme une réappropriation de l'œuvre, comme un truc vraiment où en soi on se réapproprie l'œuvre et on la réadapte. Ça oui, c'est de l'adaptation. Néanmoins, il y a des adaptations qui sont meilleures que l'original, d'un point de vue purement plastique. Évidemment, rien ne sera l'original comme l'original, mais par contre il peut y avoir des choses qui sont adaptées et qui sont meilleures que l'original. Moi je trouve que typiquement il y a un phénomène qu'on observe beaucoup, c'est que aux États-Unis, le jeu d'acteur dans la prélogie Star Wars a été vivement critiqué, très vivement critiqué par la critique, par les spectateurs, de partout. Tout le monde a trouvé que c'était extrêmement mal joué. Forcément, parce que George Lucas dirige très mal ses acteurs. Il disait ouais, joue la même mais en plus intense, ce qui ne veut absolument rien dire, et ce qui est une très mauvaise indication à donner à un acteur. Donc forcément, c'est très mauvais. Il se trouve qu'en VF, par contre, c'est des directeurs d'acteurs et c'est vraiment des gens qui sont habitués, qui sont parfois des metteurs en scène de théâtre, qui sont habitués à mettre en scène ce genre d'émotions-là. Et donc, parfois, dans ce genre de cas-là existe où la VF de Star Wars a été très appréciée et il y a moins, j'ai l'impression, de débat sur le mauvais jeu d'acteur dans la prélogie Star Wars, en tout cas en France. Il y a des débats sur le scénario, il y a des débats sur la mise en scène, mais il y a moins ce débat-là sur le mauvais jeu d'acteur. Et je sais que c'est tout un débat également dans le milieu du doublage de se dire qu'est-ce qu'on fait quand un acteur joue mal? Est-ce qu'on joue entre guillemets aussi mal que lui, parce que quelque part qu'est-ce que c'est jouer mal, qu'est-ce que c'est bien jouer, etc. Ça c'est un petit peu aussi des trucs à débattre, mais qu'est-ce qu'on fait quand un acteur joue mal? Est-ce qu'on essaye d'arranger le tir, ou est-ce qu'on joue tout aussi bien que lui, même s'il y aura du coup des défauts, et en même temps, enfin c'est ça qui est très compliqué également à comprendre dans le milieu du doublage, c'est comment est-ce que tu adaptes la chose, et comment est-ce que tu adaptes un mauvais jeu d'acteur particulièrement. Donc moi c'est ça qui me paraît un petit peu bizarre, quoi. Pardon. Je vous lis un petit peu. Il me semble que certains bruitages pouvaient être supprimés dans la VF. Je sais pas à quel point c'est vrai. Non, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. En vrai, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Bonjour, monsieur Paf. As-tu un film de super-héros sorti en 2025 à conseiller? C'est pour un adolescent de 14 ans. Merci d'avance. De préférence, j'essaye d'éviter les mauvaises valeurs type avarice, individualisme. Je pense que Superman, c'est sorti en 2025. C'est bien. Hein. Superman, là-dessus, c'est bien. Hein. Bien sûr. Confession, vu la mort aux trousses à 8 ans en VF, je peux pas le revoir en VO, pardon. Après ça c'est les goûts et les couleurs et c'est vraiment quelque chose de l'attachement, également de la nostalgie de la chose. Donc bon, bien sûr. Mais en tout cas je vais lire un petit peu le trait de 440 Hz où je suis très très d'accord avec lui, hein, bien sûr. Le problème de l'argument de l'accessibilité, c'est qu'il donne à des gens obtus tels que Régé une validation de l'idée qu'une IA pourrait faire aussi bien qu'un comédien. Il faut défendre le doublage pour ses qualités esthétiques, sinon c'est une impasse. Il a raison. Déjà qu'il faut sortir de cette vision idéaliste et trop répandue selon laquelle trahir une œuvre serait un crime contre l'art. L'histoire de l'art est l'histoire de millions de trahisons artistiques qui ont donné naissance à des milliers de courants et idées nouvelles, évidemment. Ouais, Kraven, ça a l'air assez horrible. Hein. Le fétichisme de l'œuvre originale et de l'auteur doit cesser. Un auteur trahit déjà son idée en la concrétisant par frottement cinétique avec les conditions matérielles de sa production, les techniciens, les idées irréalisables, le manque de budget, évidemment. Comment ça s'adapte la voix sur les films d'animation? Ils animent avant de poser les voix, où il peut y avoir correction après enregistrement. Alors en fait ça dépend un petit peu au cas par cas, généralement des œuvres, mais de manière générale ce qui se passe, et c'est d'ailleurs un petit peu là aussi où je trouve que l'argument de dire que oui mais en animation, ça pareil c'est un truc qui me saoule, c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont en mode ah je regarde tout en VO sauf l'animation, et je trouve qu'il y a un mépris de l'animation là-dessus qui est assez regrettable. Et l'argument qui est utilisé, c'est de dire oui, mais en animation, les comédiens en VO et en VF font le même métier. Ce n'est pas le cas, parce que en fait, clairement, c'est vraiment absolument pas le cas, parce qu'en fait, globalement, en VO, en fait, généralement, je parle beaucoup pour l'anglais ou pour le japonais, qui sont vraiment ce qui est beaucoup importé. En fait, en VO,
on fait la voix avant de faire l'animation. Donc ça veut dire que globalement la personne peut bouger un petit peu dans tous les sens, parler dans tous les sens, parler plus lentement, plus rapidement. Elle est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut. Et en VF, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit doublage, c'est qu'il y a deux trucs. En tout cas c'est ce qu'on me dit hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a deux éléments. Probablement que c'est pas le cas, mais en tout cas la légende voudrait que ça soit le cas. C'est qu'il y a deux éléments. Il y a déjà l'audio et la vidéo. Et donc ça veut dire que en fait, un comédien en VF ne peut pas changer de rythme, ne peut pas dire aller plus vite que la musique, aller moins vite, aller plus lentement, etc. Il peut pas changer par rapport à la labiale, par rapport à comment le personnage est animé. Donc c'est pas possible. Par contre, effectivement, ce que je peux comprendre, c'est que les gens aient moins ce côté un peu uncanny valley, comme tu dis You're So Cool, de la synchro labiale, du côté... Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va, je pense, un petit peu, avec le temps, peut-être se désagréger, parce que la 3D, les mouvements de lèvres sont absolument parfaits, et il y a vraiment un truc où, aujourd'hui, adapter une musique... notamment pour des Disney par exemple, ça peut être vraiment un vrai casse-tête quand on est dans le cas de la VF et de la VO, parce que principalement c'est très très compliqué d'aller un petit peu en dehors des lèvres. C'est ça un petit peu le problème. Typiquement, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de la traduction de Libérer, délivrer, Let It Go dans La Reine des Neiges, mais c'est aussi tout simplement parce que les mouvements des lèvres sont si précis dans La Reine des Neiges que on peut pas tellement, enfin c'est pas juste du ouvert, mi-fermé, fermé quoi. C'est vraiment plus compliqué que ça quoi, clairement. Et en gros, c'est le meilleur moyen de savoir que les ricains ne savent pas jouer les films d'animé, bien sûr. Ça peut être un peu le cas dans certains animés dont les voix sont enregistrées après que l'animation sont faites, mais c'est plus rare aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a aussi des cas où l'animation est faite, y compris en français, avant le doublage, hein, bien sûr. Avant du coup la création de voix, hein, d'ailleurs. Une différence doublage-création de voix, hein, bien sûr. Mais voilà. Et ça peut être tout simplement, tu te cales par rapport à ça. Et dans le processus de doublage, en fait, ce qui est fait, c'est que généralement, il commence, et c'est pour ça aussi que ça peut être un petit peu compliqué pour de l'animation. Je parle pour les gros films Disney, Pixar, etc. C'est qu'en fait, ils commencent le doublage avec des versions où c'est storyboardé, et donc où ils font au mieux qu'ils peuvent. Et après, en fait, ils reçoivent le film terminé. Et là, ils voient si ça colle parfaitement. Et si ça colle pas parfaitement, ils peuvent rappeler le comédien ou la comédienne et dire bon, il va falloir que tu redoubles un petit peu cette réplique parce qu'en fait, il est un poil plus rapide que prévu. Et donc, voilà, ils font parfois par passe, en fait, tout simplement. Alors, ensuite, il n'existe pas une idée plastonicienne de ce qu'est un film et avec laquelle le réalisateur aurait un contact direct lui permettant de la matérialiser dans notre monde à nous. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, je sais qu'il y a même cette vision de le doublage, c'est vu par les réalisateurs comme quelque chose qui trahit leur œuvre, etc. La réalité, c'est comme la résistance. Il y a 1% qui s'en bat les couilles. Vraiment. Même il y a 1%. Enfin, non. Il y a 1% qui est plutôt en mode non, faites pas de doublage sur mon œuvre, etc. Oui, il faudra que je boive parce que j'ai la voix qui commence à casser. Mais il y a 1% qui dit non, faites pas de doublage parce que ça trahirait mes intentions, tout ça. Il y a 1% qui participe au doublage, qui choisit les acteurs, les comédiens, qui approuvent à certains niveaux, voire même qui dirigent, on pense à Sergio Leone notamment, et il y a 98% qui s'en bat les couilles vraiment qu'un doublage soit créé ou pas. Ils disent ah oui, j'ai découvert le doublage pareil pour les acteurs hein, d'ailleurs, où ils disent ah oui, j'ai découvert le doublage de mon personnage, bon c'est bien fait, et puis voilà quoi. Le doublage c'est comme la résistance, mais je vais revenir d'ailleurs hein, par rapport à l'argument là. Ah là là. Tout n'est que friction et tout artiste un tant soit peu sérieux peut s'en rendre compte. Quand vous terminez de produire votre œuvre, qu'elle soit un film, un morceau de musique, une pièce de théâtre, vous n'avez jamais fait qu'approcher l'idée profonde que vous avez de cette œuvre. On stoppe la production quand on estime que c'est suffisant. Et d'ailleurs, c'est aussi une citation d'un mec de DreamWorks. Alors je sais que ça a été attribué en mode un mec de DreamWorks, mais donc je peux pas trop le retrouver. Mais il y a une citation en mode un mec de DreamWorks aurait dit qu'un film n'est jamais terminé, mais un jour il doit sortir. Et ça, c'est un petit peu la réalité du truc, c'est que un film, au bout d'un moment, vous le remettez dans tous les sens, vous retournez des images, vous recréez des images en 3D, des trucs du genre, mais au bout d'un moment, il faut qu'il sorte. Donc, peu importe ce que vous avez en tête, etc., faut qu'il sorte. Donc bon. Mais en soi, on n'a pas produit l'exacte idée qui nous trottait dans la tête, car elle s'est transformée sur les aléas de la production et le contact avec autrui. Par conséquent, le postulat de base qui affirme que l'œuvre est telle que son auteur l'a voulu est toujours fausse. Et ça signifie qu'elle n'a pas de valeur définie ou sacrée. Vous connaissez ce dicton, une œuvre n'est jamais finie. Eh bien, ça touche aussi ça signifie aussi qu'elle est sujette à être à un changement.
à des retouches, à des remakes, à des transformations, et c'est ok. C'est ok tant que ça se justifie esthétiquement, et la VF est un changement esthétique qui n'a rien de criminel. C'est une proposition différente à partir d'un matériau commun qui n'efface ni ne ringardise la version originale, c'est différent. Tant que c'est bien fait, hein, par contre. Tant que c'est bien fait, évidemment, tant qu'on prend le temps de faire bien les choses, etc. Bien sûr, pour éviter que ça soit un petit peu gênant par moment. Alors un changement esthétique peut être motivé par des raisons économiques ou parce qu'on estime que le public est trop bête pour s'exposer à l'œuvre originale. C'est critiquable, toutefois il y a dans la VF un véritable savoir-faire, de véritables ambitions esthétiques et un amour profond de la discipline. Vos comédiens de doublage véhiculent des émotions esthétiques, certaines VF sont faites au rabais, au fusil, pas le temps de s'appliquer, c'est vrai, mais vous fourvoyez si vous pensez que les comédiens ne sont pas les premiers déçus, bien sûr, et ça c'est le truc où la majorité des comédiens, il y a l'anecdote autour de Alexis Thomasian qui devait faire la VF des films Futurama, et où en fait, finalement, il a dit non mais en vrai c'est trop mal traduit, on n'a pas assez de temps pour travailler, je me barre. Enfin, en fait tout simplement ça, hein. C'est ce qui est un truc où en soi, c'est un mouvement critiquable hein, d'ailleurs, hein, peut-être, mais en soi, juste lui, il était très déçu de travailler sur ça et de se dire, mais j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire, donc vas-y, faut que j'y aille en fait, vraiment, hein, c'est ça le truc. Hein. Donc bon, tac tac tac. Les comédiens de doublage sont des artistes qui apportent leur patine, leur grain de sel, leur leitmotiv de jeu, et si vous n'y êtes pas sensible, d'autres le sont et ne viendront jamais vous obliger à l'être. Ayez la décence de faire de même. Là où je le rejoins, et en même temps où j'essaye un petit peu peut-être d'apporter de la nuance, c'est que oui, il y en a certains qui sont des artistes, mais il y en a certains aussi où c'est leur grain de sel, c'est leur joujou, et c'est juste, maintenant ils sont là-dedans, bon c'est leur métier, et puis voilà quoi. C'est un petit peu ça aussi, quand tu rentres dans la machine du doublage, et à quel point c'est bien payé, au bout d'un moment, tu réfléchis plus trop, et puis voilà, et t'en fais des caisses, et puis voilà, et t'es engagé juste parce que t'es une voix connue, et puis voilà quoi. Moi aussi j'aime la VO, je suis désolé qu'on n'en propose pas plus, mais être un pro VO c'est différent d'être un anti-VF, mais il était pour voir plus de VO, pas pour descendre la VF. La VF n'est pas un crime, c'est une trahison qui donne naissance à autre chose. Tout à fait. Ce quelque chose, quand il est bien fait, peut procurer un choc esthétique. Quand on aime vraiment l'art, on laisse des gens qui y sont sensibles en profiter, et c'est pour ça que je ne souhaite en aucun cas voir une machine faire ce boulot à la place de nos comédiens. Attaquez-vous plutôt aux distributeurs qui ne donnent pas la possibilité à nos comédiens talentueux de polir au maximum leur doublage, ça c'est vrai, et s'engouffrent dans une boulimie consumériste où produire en quantité est mieux que produire en qualité, ça c'est vrai. Militez pour que la VF soit d'abord motivée par des choix artistiques plus que par des choix financiers, et si vous n'avez pas l'intention de le faire, foutez la paix aux gens et profitez de vos films en VO. La VF n'est pas votre problème, elle est celui de ceux qui l'aiment. Très belle phrase de fin, très belle phrase. Non mais vraiment le trade il est très très bien, et moi je rejoins tout à fait tout ce qui est dit à l'intérieur de ça, hein, bien sûr. Tout ce qui est dit à l'intérieur de ça, moi je rejoins totalement tout ça, donc je trouve que c'est un très très beau trade sur tout ce débat qui en vrai n'a pas lieu d'être, j'ai envie de dire, et encore une fois c'est ce qu'on dit, j'ai envie de dire, c'est que tout ce débat n'a pas lieu d'être. Les gens qui regardent en VO ils sont pas supérieurs à ceux qui regardent en VF, les gens qui regardent en VF ils sont pas plus bêtes que ceux qui regardent en VO, et inversement, enfin voilà, vous comprenez, mais clairement c'est vraiment chouette quoi, c'est vraiment chouette la VF, c'est vraiment chouette qu'il y ait. En fait, c'est ça aussi, c'est que moi je sais qu'il y a des comparaisons avec, je sais pas, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe dans d'autres pays, tout ça. Notamment, il y avait Deadzak qui avait répondu par rapport à ça. Et moi je me dis, mais c'est tant mieux qu'on ait une telle industrie qui soit aussi florissante, où il y a des gens même qui sont fans de VF et qui reconnaissent les acteurs, etc. Et qui disent, ouais, tel acteur, alors il a joué dans tel truc. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, il joue en même temps le méchant dans tel autre truc, etc. Je trouve que c'est très bien. Et clairement, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait une industrie comme ça qui soit florissante, où les gens essayent de faire un maximum des bons doublages et des bonnes VF. Ça, c'est vraiment chouette. Et où c'est vraiment cool de voir qu'il y a une telle industrie là qui existe et qui soit fait avec brio, quoi, clairement. Qui soit fait, alors peut-être pas avec brio, mais en tout cas qui soit bien fait. Ça, on peut se le dire. On peut se le dire. Et je voulais juste répondre par rapport à un truc. Parce que ça me chafouine un petit peu de voir tout le temps cet argument-là revenir, et que je l'ai moi-même utilisé. Donc voilà, c'est un peu notre patrimoine à nous. Je l'ai moi-même utilisé, et je l'ai utilisé à une époque quand j'étais adolescent pour faire la blague. C'est de se dire que, est-ce que c'est vrai que l'AVF ça vient du régime de Vichy? Est-ce que c'est vrai que l'AVF ça vient des nazis? C'est un petit peu ça. C'est pas un débat qui prend plus d'ampleur lié à la cinéphilie qui attire de plus en plus de gens, on sent comme une sorte de classement. Bah bien sûr, mais bien évidemment, c'est fait pour diviser aussi les gens, hein, le débat VFVO. Mais je voulais revenir sur ça, sur ce côté, le doublage par Hitler, là. Est-ce que c'est Hitler qui a fait tout ça? Alors en fait, tout part, tout simplement, parce que les gens sont un petit peu bêtes, de Wikipédia.
Wikipédia, dans lequel est dit ceci. Les doublages francophones sont réalisés à l'origine exclusivement en France, d'abord à la manière traditionnelle des pièces radiophoniques par des acteurs souvent venus de théâtre. Première phrase, elle est fausse. Les doublages sont réalisés à l'origine, parfois aux États-Unis. Donc, c'est pas réalisé à l'origine exclusivement en France. Bon, donc déjà, la première phrase est fausse. Il se développe fortement sous le régime de Vichy, l'agrément n'étant donné par le comité d'organisation de l'industrie cinématographique qu'aux films doublés. Vous voyez, il y a une petite note avant de se généraliser vers la télévision, blablabla, voilà. Donc, globalement, ce qui est dit, c'est de dire, ouais, ça a été beaucoup développé, le doublage, lors du régime de Vichy. D'où vient cette... vous voyez qu'il y a une petite note, d'où vient cette citation-là? Elle vient d'une interview pour Slate, qui dit « Pourquoi la France double-t-elle tout le monde ?» Les séries diffusées sur le PAF, c'est moi, sont proposées principalement en VF, voilà. Le doublage reste un sport national. Ensuite, du coup, tac. Une étude a démontré en 2007 que la diffusion d'un programme en version sous-titrée pouvait entraîner une chute d'audience d'environ 30%, blablabla. Et donc, on regarde l'histoire du doublage en France. Donc, c'est un article par Pierre Langlais. Je ne lui en veux pas. Mais je vais vous expliquer en fait d'où vient cette erreur, parce que pour moi, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est faux. Voilà. L'histoire du doublage en France et les raisons de cette traduction systématique offrent plusieurs réponses à cette question. Avant de s'appliquer à la télévision, le doublage a été une affaire de cinéma. Il est apparu avec le cinéma parlant, au début dans les années 1927-1933. Déjà, c'est faux, parce que le premier doublage, la première diffusion d'un film doublé, ça a été en 1929 avec Le Chanteur de Jazz. On tournait les films en version multiple, on refaisait les scènes dans plusieurs langues, avec les mêmes acteurs. Laurel et Hardy, par exemple, rejouaient eux-mêmes phonétiquement leurs films. Quand la télévision arrive dans les années 50, le doublage est déjà une institution. Elle est d'autant plus que l'histoire et la Seconde Guerre mondiale sont passées par là. Sous le régime de Vichy est né l'ancêtre du CNC, qui a décrété que son agrément ne sera accordé qu'aux films doublés. Poursuit tirer le nouvel. C'est important. Après la Seconde Guerre mondiale, le besoin de communication simple et fluide a imposé le doublage, ça a été une évidence. Donc voilà. Alors, moi, Thierry Le Nouvel, il se trouve que c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Doublage, que j'ai lu. Et alors, le doublage... le doublage, il se trouve que, si on le lit du coup un petit peu, parce que moi je l'ai lu, ce bouquin-là, c'est un bouquin qui est plutôt daté. C'est un bouquin qui est plutôt daté, qui est quasiment... en réalité jamais sourcé, où en vrai il n'y a pas grand chose qui soit comment dire, où il n'y a pas beaucoup de sources. Je veux dire vraiment il y a quasiment aucune source là-dessus. C'est un bouquin où en soi ça parle des méthodes vraiment qui sont faites lors de comment dire, merci Isamashi, c'est un bouquin qui parle vraiment des méthodes qui sont faites lors lorsque le doublage était encore sous pellicule. Donc est-ce que c'est encore le truc le plus actuel? Donc moi j'estime que perso c'est un peu un torchon, mais après c'est peut-être que moi, et voilà, et ça se trouve qu'en vrai peut-être qu'il y a des trucs qui sont vrais dedans, c'est possible bien sûr, mais moi j'estime que c'est pas non plus la personne la plus la plus apte à pouvoir parler de tout ça, clairement, parce que je veux dire, la réalité en vrai elle est un petit peu tout autre, et la réalité de mettre en forme le fait que le doublage ça s'est développé lors du régime de Vichy, le doublage ça a été créé lors du régime de Vichy, déjà non, ça a été créé avant, mais le fait que ça se soit développé lors du régime de Vichy, c'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde pour le coup un autre bouquin qui est bien meilleur, qui s'appelle Le doublage et le sous-titrage, Histoire et esthétique, de Jean-François Cornu, qui est pour le coup vraiment une grosse bible, vraiment qui fait je crois plus de 500 pages sur le doublage et le sous-titrage, avec ses histoires, avec ses évolutions, qui est vraiment extrêmement pour le coup sourcé, avec voilà, il y a des centaines et des centaines de notes de bas de page pour raconter d'où viennent ces informations. Pour le coup, moi j'estime que c'est un bouquin un peu plus sérieux. Et si on regarde un petit peu ce qui est dit là-dedans, c'est que premièrement, l'arrivée du régime de Vichy, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, qu'est-ce que ça a fait? Ça a bloqué en fait la production de doublage, tout simplement parce que je veux bien que le doublage ça soit utilisé pour traduire des films étrangers. Quels films étrangers durant la Seconde Guerre mondiale? Parce que la réalité, c'est que 90% des films qui étaient importés en France, c'était des films américains. Sauf que quand le régime de Vichy est arrivé, ils ont arrêté d'importer des films américains parce que c'était l'ennemi, évidemment. Et donc ce qui se passait, c'est que en fait, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et avec l'arrivée du régime de Vichy, ce qui a été fait, c'est que en gros le doublage a été limité à 8 studios. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de studios de doublage qui ont fermé, tout simplement. Et ça là-dessus c'est assez regrettable en fait, tout simplement parce que il y avait 90% de films en moins à doubler, donc forcément ça s'est limité évidemment, donc voilà.
Et je crois que c'est pas ce screen là que je voulais avoir. Et tac tac tac. Voilà, c'est ce screen là. Les studios agréés pour doubler sont donc celui-là. Ces 8 entreprises ne sont pas toutes exclusivement spécialisées dans le doublage, puisque parmi elles, des studios d'enregistrement sonore et de post-synchronisation travaillent également pour la production de films français, comme la Société industrielle de sonorisation. Donc c'est voilà, encore une fois, il y a juste 8 studios qui sont habilités à faire du doublage pour les films allemands. Sachant que à l'époque d'ailleurs la pratique du doublage a été bien différente, parce que en fait ce qui se passait c'est qu'on diffusait d'abord le film en version originale, et d'ailleurs que les films diffusés en version originale ont eu plus de succès après l'arrivée du régime de Vichy, tout simplement parce que du coup c'était des films allemands et que les soldats allemands allaient voir ces films là. Donc c'est un petit peu là où quelque part la VO a triomphé de la VF à ce moment là. mais donc c'est pour ça que dire que c'est un truc de facho, enfin voilà. Et pour le coup, je veux dire, encore une fois, si on est là à dire quels sont les films étrangers, on oublie très souvent qu'il y avait aussi des films français qui avaient été produits durant cette période-là, que ces films français avaient été produits par un studio principalement qui s'appelle La Continentale, et que La Continentale, ça a été renommé. La Continentale qui a été une initiative de Joseph Goebbels directement, hein, bien sûr, et que La Continentale a été renommée plus récemment, quelques années plus tard, en UGC. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, si votre argument pour dire que la VF c'est mauvais parce que c'est un truc de facho, parce que ça a été décrété sous le régime de Vichy, tout ça, déjà c'est faux. Et deuxièmement, par contre, si vous voulez vraiment faire en sorte de combattre le fascisme parce que telle chose a créé telle chose mauvaise, brûlez votre carte UGC. ça serait pour le coup un mouvement bien plus antifasciste. Donc bon, moi c'est surtout que cet argument-là, il m'énerve parce qu'il est basé sur rien, qu'il est basé sur de la merde, qu'il est basé sur, encore une fois, un truc sur Wikipédia qui est un petit peu dégueulasse, et qui est pas vrai en plus. Et encore une fois, je veux dire, oui, le doublage a continué pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, le doublage a continué pendant cette époque-là, tout comme la vie continuait, hein. C'est un petit peu ça ce qui est malheureux, hein. Rappel, hein, c'est là aussi où la comparaison avec la résistance que j'ai fait tout à l'heure, elle va vous servir, c'est que 1% collaborait, 1% résistait, 98% s'en battait les couilles, et continuait sa vie comme si de rien n'était. C'est un petit peu ça aussi. Donc bon, encore une fois, rappel, la vie continuait pendant ce moment-là, c'est juste que, pour le coup, par contre, il y a eu un vrai acte anti-doublage qui a été d'arrêter l'importation de films américains, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup moins de films importés, et donc ça fait que, il y avait énormément un manque de production qui a fait que ça a fermé des studios de doublage, quoi. Sauf les juifs, eux, c'était pas... Oui, voilà, les juifs, eux, ils avaient un peu des raisons de pas trop aimer. Et d'ailleurs, moi, ce que je regardais, d'ailleurs, là-dessus, c'est que le doublage a pas tellement progressé, d'ailleurs, durant le régime de Vichy, tout simplement parce que les Français, que ce soit dans la zone libre ou dans la zone occupée, avaient pas nécessairement envie d'aller voir des films anglais, des films allemands, en fait, tout simplement. Ils étaient en mode, mais des films allemands, des films de l'occupant, j'ai pas nécessairement envie d'aller les voir. Tout comme je pense que si demain le fascisme arrive, on n'aura pas nécessairement envie d'aller voir des films fascistes. C'est ça le truc. Ça, c'est un gaslight qu'on nous sert. Je veux dire, comment il s'appelle, la Sound of Silence, là, ça a pas fait non plus beaucoup d'entrées. Vaincre ou mourir non plus. Pourtant, c'était des films vraiment revendiqués par le RN. Alors ça, Bac Nord a eu beaucoup d'entrées, ça c'est vrai. Mais sinon, à côté, les films qui marchent bien, c'est plutôt des films de gauchistes. Donc bon. Fanon a été un gros succès, notamment récemment. Donc c'est vraiment ça aussi où pour moi, faut faire attention avec cet argument-là. Il est vraiment débile, il est vraiment idiot. Et moi, c'est surtout sur cet argument-là, en vrai, où je trouve que c'est un truc où on est en dehors du débat, VFVO, tout ça, ce que vous voulez. Donc bon. Puis bon, même si c'était vrai, c'est pas parce que les nazis respiraient qu'on doit s'asphyxier. Je sais que l'argument qui ressort tout le temps envers les véganes, c'est de dire Hitler était végétarien. C'est vraiment débile, quoi, vraiment. C'est de dire Hitler était végétarien, du coup toi t'es vegan, donc t'es un peu comme Hitler. Hitler aimait les animaux, Hitler machin. C'est, encore une fois, c'est débile, c'est vraiment vraiment débile. Donc bon. Mais bref, en tout cas les gens, encore une fois, le débat, moi je trouve qu'il était sain. Le débat, moi je trouve qu'il était vraiment sympa. Qu'il y avait des moments où c'était désagréable, et encore une fois, cet argument-là de la VF, régime de Vichy, tout ça, c'est débile. Je sais que ça s'est fait énormément partager, et bon, comme d'habitude, je sais qu'il y avait eu un tweet notamment qui m'avait plus ou moins ratio par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai un peu le seum aussi, c'est qui disait ça, alors que c'est totalement faux, et que la personne a avoué même plus tard avoir plus ou moins inventé ça et pas avoir fait ses recherches.
et je trouve ça assez regrettable. Et je trouve que c'est encore une fois ce truc de ériger, presque c'est l'argument point Godwin ultime, hein, c'est de dire bah c'est Hitler. Donc bon, c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment dégueulasse de rentrer dans ce genre d'argument là, et que c'est vraiment c'est pas c'est pas le sujet quoi, et vous desservez votre cause quoi, il y a un petit peu de ça aussi. Mais en tout cas voilà, je voulais un petit peu remettre au clair. Moi encore une fois je suis très fier de l'émission, je suis très fier de ce qui a été produit avec Anna et Esteban. Je les remercie d'être venus. J'ai vu Esteban plus récemment, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi je suis partant hein, d'en rediscuter ailleurs. J'avais déjà précisé, hein, bien sûr, mais j'en avais déjà parlé ici, hein, mais à la base, cette émission-là, ça devait être un débat avec Régé. Ça devait être un débat entre des comédiens et Régé Le Goya, et j'aurais aimé que ça soit ce débat-là. Maintenant, Régé avait dit, en vrai, j'ai fait le tour de la question, j'ai plus trop envie d'en parler. J'en ai parlé récemment avec un voxophile. Je sais plus exactement son nom, mais enfin, j'ai vu son nom et je me suis dit oui, mais c'est normal que t'aies pas envie de refaire un débat si t'as fait un débat avec ce type-là, qui était plutôt un type insupportable. Enfin voilà, je voyais à peu près qui c'était. Et là, plus récemment d'ailleurs, je peux en parler un petit peu, mais il m'a proposé en vrai de faire le débat, de faire finalement ce débat avec les comédiens, mais je sens que il a un petit peu trop envie de sang. Et j'ai pas envie que ça soit un dialogue de sourds, clairement. J'ai consulté un petit peu les gens là-dessus. J'ai consulté un petit peu les comédiens, j'ai consulté un petit peu des amis, même vidéastes là-dessus. Et ils m'ont dit, bah c'est sûr, ça fera des vues, mais ça sera un dialogue de sourds, quoi. Et moi, j'ai pas envie que ça soit un dialogue de sourds, même si ça fera des vues. Donc bon, clairement, moi, encore une fois, je suis très fier de l'émission, je suis très fier de ce qui a été produit, et je trouve que c'est pas plus mal, finalement. Mais je pense qu'on en reparlera un jour avec Régé ailleurs et dans d'autres conditions. Ça, c'est sûr et certain. Mais et pareil avec Antoine Goya aussi, avec qui finalement on n'en a pas tant parlé que ça en live quand je l'ai reçu. On en a parlé un petit peu pour me vanner à l'époque, mais bon. Mais pareil, c'est aussi ce truc où pareil Antoine là-dessus, son TikTok, je le trouvais pas si terrible que ça. Alors pourtant j'adore et je suis prêt à adorer. En plus, moi j'ai adoré les TikTok qu'il a fait sur ma gueule. mais clairement là je trouvais que c'était pas non plus génial. Donc voilà. Donc c'est sûr que ce sujet-là, encore une fois, c'est un marronnier, ça va revenir. Là, j'estime en avoir plutôt bien parlé, en avoir parlé de plutôt bonne facture. Alors j'étais un petit peu fatigué, mais j'estime en avoir plutôt bien parlé et pas en reparler avant un bon petit moment a priori. A priori. Tout peut nous surprendre dans la vie, j'ai envie de dire.